Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au Miroir de Clio ». C'est aujourd'hui la première émission de la 4e saison d'Au Miroir de Clio et nous sommes très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Quelques changements interviennent cette année, outre le générique de début issu cette année du film Virgin Suicides, un titre du groupe versaillais R intitulé Playground Love, le rythme de l'émission est quelque peu modifié. Nous nous retrouverons pour une émission d'1 heure tous les 4e dimanches de chaque mois, entre 10h et 11h, mais aussi très régulièrement pour des émissions au format plus court, d'une durée de 15 à 20 minutes, parfois sous la forme de feuilletons. Toute notre actualité sera relayée sur le site de la radio et sur Twitter avec le mot-clé « Au Miroir de Clio ». Pour ouvrir la saison, nous avons le plaisir d'accueillir Claude Mazoric, professeur honoraire des universités, spécialiste de la Révolution française, une figure majeure du département d'histoire de l'université de Rouen, où il a longtemps enseigné avant de prendre sa retraite dans la bonne ville de Nîmes, où il continue de lire, de penser, de militer, comme en atteste son dernier livre, Au bord du gouffre, un ouvrage paru aux éditions Arcane 17 en mars 2016. Bonjour à vous, Claude Mazoric. Bonjour. Alors, Claude Mazoric, on va revenir dans cette émission en votre compagnie sur votre itinéraire et aussi sur votre dernière publication. On pourrait peut-être commencer par ça, votre dernière publication. Si on avait à la résumer, on pourrait dire que qui s'intitule Au bord du gouffre, on pourrait dire que c'est une forme de journal de bord sur une année. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette expression ? C'est tout à fait cela. C'est un journal de bord sur une année. C'est la première fois que je me lançais dans une aventure de ce genre, c'est-à-dire consigner jour après jour pendant toute une année ce qui m'arrive ou ce qu'il me plaît de commenter ou de me remémorer. En réalité, c'était un exercice de survie, si j'ose dire. J'avais eu quelques difficultés de santé dans l'année 2014 et je m'étais dit, il faut terminer en beauté et si possible, laisser quelque chose qui témoigne de l'intérêt que j'ai eu pour mon existence et pour le monde dans lequel j'ai vécu. Et donc je me suis astreint à cette tâche qui était à mes yeux une tâche d'honneur et qui était en même temps une manière de matérialiser ma façon de penser et de travailler. Alors il faut dire tout de suite une chose importante, c'est que je n'ai jamais été capable de penser sans écrire. Je ne suis pas un écrivain au sens d'un romancier, d'un auteur, je suis un écrivant. C'est-à-dire que si je n'écris pas, je ne pense pas. Pour que je pense, il faut que je prenne des notes, que je consigne par écrit les appréciations que je porte sur tel ou tel événement ou sur tel ou tel livre dont je viens de faire la lecture, que j'ai annoté, etc. Donc j'ai l'habitude d'écrire des paperoles, des papiers que je classe dans des dossiers, qu'au bout d'un temps je jette d'ailleurs parce qu'ils ont perdu toute actualité. Et donc j'ai voulu le faire d'une façon systématisée pendant une année. Et donc, à partir du solstice d'hiver de 2014, je me suis mis à écrire chaque jour, à la fois des commentaires sur l'actualité, des appréciations politiques, des comptes rendus de mes lectures, des comptes rendus de mes rencontres, de mes états d'âme, de mes appréciations sur tel ou tel moment de notre vie culturelle ou sociale. Et ceci sans volonté de chapitrer le public, mais de dire comment je voyais les choses et comment les choses elles-mêmes me motivaient dans mes appréciations. Et puis j'ai continué très sérieusement cet exercice, ce journal de bord, jusqu'à la fin de l'année 2015, au solstice d'hiver de 2015, le 22 décembre 2015. Mais vous n'aviez pas, au départ, l'idée de publier ce travail ? Absolument pas. C'était un travail que je destinais à mon épouse, Simone, pour laquelle j'ai une profonde estime, beaucoup d'amour,
à mes enfants, à mes proches, éventuellement, pour leur laisser le témoignage de ce que j'ai été à un moment de mon âge outrepassé, si j'ose dire. Voilà, rien de plus. Et puis c'est ma femme qui m'a dit, mais peut-être que ça pourrait intéresser un éditeur. Au début, je n'ai pas cru du tout que cette éventualité pouvait être retenue. Et puis j'ai contacté cet éditeur Arcade 17 dont je ne savais absolument rien, sinon qu'il avait un joli titre, repris d'un roman d'André Breton, Arcade 17. Et en 3 jours, l'éditeur m'a fait savoir qu'il retenait mon ouvrage, mon manuscrit, qu'ils allaient le travailler et qu'ils le sortiraient pour le printemps de 2016. Et il est sorti effectivement à la fin du mois de mars de 2016. Ce qui est un tour de force, parce que nous avons vérifié toutes les références, toutes les données ponctuelles que je pouvais évoquer dans le texte. Et si on a laissé passer pas mal de coquilles, on a préservé l'essentiel de l'ouvrage, qui est donc un journal de bord au jour le jour, sans index, volontairement. Parce que si on avait bien un index, on modifiait complètement le rythme même de l'écriture. Et la logique de l'ouvrage, quoi. Voilà, la logique de l'ouvrage, c'est un journal de bord d'une année. Et alors, quelle année ? 2015. Évidemment, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas imaginer à la fois les drames terribles de l'année 2015 en France, mais aussi cette situation étonnante qui est celle du monde aujourd'hui, dans tous ces dangers, dans toutes ces contradictions et dans oui, une espèce de maelstrom un peu. Oui, ce maelstrom à la fois politique, humain, avec les migrations, avec les modifications des espaces dans leur hiérarchie de puissance, la montée de l'Asie du Sud-Est, de la Chine, etc. Bref, toutes ces questions-là qui ont émergé en 2015 comme des évidences pour tout le monde, comme des interrogations qui se posent à tout le monde, eh bien, j'ai été appelé à en traiter modestement, de mon point de vue. Oui, d'accord. Mais ce titre que vous avez choisi, Au bord du gouffre, à quoi fait-il référence ? Eh bien, à 2 choses. La première, c'est la menace de disparition de l'humanité à la surface de la Terre, qui est une question qui n'est pas une question abstraite. Nous sommes dans la situation des dinosaures, si j'ose dire, au moment du grand cataclysme. L'humanité peut disparaître. Nous sommes sortis d'une phase que des historiens ont d'ailleurs qualifiée de guerre-monde, de 1937 à 1947. C'est la première guerre mondiale que toute l'humanité a subie depuis l'origine de l'hominisation. C'est la première fois que toute l'humanité a été engagée dans un conflit interne de nature à détruire des dizaines de millions d'individus, d'humains. Aujourd'hui, la menace qui pèse sur l'humanité, ce serait une guerre terminale, en quelque sorte, accompagnée d'une destruction même de l'environnement dans lequel l'humanité s'est développée comme espèce, animale consciente, est devenue l'humanité. Donc le gouffre est là. Et la responsabilité des vivants, c'est précisément, et de l'humanité elle-même, c'est de se préserver, et de préserver le cadre dans lequel elle est susceptible de se développer en quoi ? Aller croître et multiplier. Il y a cela. Et puis, en même temps, dans le titre, qui a été soigneusement réfléchi par l'auteur, moi, et par l'éditeur qui l'a accueilli, c'est que nous sommes au bord du gouffre, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de ne pas y tomber. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, à condition que la conscience de la situation devienne la conscience majeure de l'humanité elle-même, et que ceux qui en répercutent en quelque sorte les réflexions et qui ont la conscience de l'avenir, mesurent le poids de leur responsabilité par l'action, dans l'action. L'action qui est à la fois une action de connaissance, savoir les choses pour pouvoir les dominer, qui est une action de carrière politique, il faut prendre des décisions, il faut agir dans la pratique, et puis aussi sensibiliser les contemporains aux risques considérables dans lesquels aujourd'hui nous vivons. Alors évidemment, on pourra dire que c'est des élucubrations d'un homme qui arrive au terme de sa vie, j'ai 84 ans, c'est possible qu'il y ait cette dimension un peu angoissée, mais à laquelle je fais face très sobrement et très simplement. Il est possible qu'il y ait cela, cette angoisse, mais je pense que, en fait, beaucoup de nos contemporains sont sensibles aux risques qui sont ceux dans lesquels le monde vit aujourd'hui. Quand on voit la situation au Proche-Orient, en Syrie, aux limites de l'Ukraine et de la Russie, dans
les conflits d'influence à l'intérieur même de la mer de Chine, on voit bien que le monde tout entier aujourd'hui est menacé par une désagrégation interne des raisons d'être de l'humanité et en même temps de destruction de son environnement. Alors, dans votre livre, évidemment, vous avez des pages assez fortes au moment des attentats de janvier et de novembre, mais moi, j'aimerais plutôt qu'on revienne sur ce qui fait, je trouve, la grande force de votre livre, c'est que pour réagréger les choses, peut-être, on a l'impression que vraiment la culture est très importante. Vous vous rappelez que vous êtes allé voir tel ou tel film, que vous avez lu tel livre, que vous êtes entretenu par mail ou directement avec telle ou telle personne. Reconstruire les choses par la culture, par le savoir, éternellement répété. Hein, c'est un peu ça, peut-être. Absolument. Ça, je ne renie pas ma qualité d'intellectuel, d'historien, avec ma conscience professionnelle, j'allais dire, et puis ma conscience morale, c'est certain. Mais nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes au bord du gouffre et non pas dans le fond du gouffre, nous avons tous les moyens culturels, intellectuels de connaître le monde, de le comprendre, de nous engager dans sa transformation pour le rendre un monde acceptable, pacifique, progressiste au plein sens du terme, c'est-à-dire capable d'assimiler les progrès en les maîtrisant. Nous avons tout cela. Nous avons tout cela au niveau conceptuel, au niveau des flux de connaissances qui, jour après jour, s'accumulent sur la paillasse des chercheurs dans tous les lieux où la révolution numérique permet d'actualiser constamment ces savoirs. Mais mon inquiétude, c'est que nous n'en tirons pas les leçons pratiques qu'il faut en tirer et nous ne déduisons pas de cela les politiques qui nous permettraient de faire face à la menace d'une autodestruction. Parce que nous avons les outils, c'est ça, et nous nous en servons pas, ou comment ? Nous nous en servons bien, mais nous nous en servons de façon séparée, utilitaire, sans avoir la conscience que ces outils-là sont à la fois des instruments qui peuvent nous conduire à notre perte et en même temps nous empêcher de sombrer. Donc il y a un phénomène contradictoire. C'est en cela que la dialectique du monde contemporain, au sens propre du terme, c'est-à-dire le jeu de ces contradictions, nous donne à la fois la possibilité de faire face et ne nous font pas échapper au risque de nous enferrer dans la catastrophe. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce texte, c'est un discours politique que vous avez ? Parce que vous ne détachez jamais votre engagement politique, qui est un engagement notamment communiste, mais pas seulement, enfin un engagement pleinement à gauche, de toutes vos démarches intellectuelles. Vous refusez de faire le grand écart entre les deux. Absolument. Alors, s'agissant de l'engagement politique, il est ancien. Et pour moi, il date de mes jeunes années, de 1952, donc maintenant un demi-siècle. Évidemment, il a changé dans son contenu, dans ses aspirations, dans son expression, etc. Mais il demeure attaché profondément à cette idée de l'humanité, en quelque sorte. Se mettre au service de l'humain. C'est une fibre très jaurétienne qui m'anime. Mais il faut aller au-delà. J'ai toujours pensé que l'humanité s'est construite sur un faux pas. Voilà, celui que Jean-Jacques Rousseau, qui est ma lecture préférée depuis toujours, qui a contribué à mon éducation par l'influence même de mon père, le discours paternel. Jean-Jacques Rousseau montrait que l'humanité est mal barrée depuis le début, parce qu'elle a inventé en même temps des progrès possibles, c'est sa perfectibilité, mais elle est partie du mauvais pied par l'association de la domination et de l'exploitation économique. Rousseau développe ça d'une façon hypothétique dans le second discours, de façon admirable, mais il met l'accent sur l'origine anthropologique de l'homme qui s'est fabriqué ainsi. Et pour moi, le communisme, c'est à la fois se placer dans une position critique à l'égard de cette évolution, qui est multimillénaire aujourd'hui, et en même temps l'expression d'une possibilité d'échapper à cette fatalité, en quelque sorte. La fatalité qui s'exprime sous la forme de l'exploitation du travail par le capital et plus encore des inégalités qui en découlent et des formes assassines, en quelque sorte, de domination qui se répandent constamment à l'intérieur de toutes les sociétés et entre les sociétés elles-mêmes
à l'échelle du monde et qui est l'un des risques du monde d'aujourd'hui. Un risque planétaire. Alors, vous regardez un petit peu les préparatifs de l'année 2017, de la campagne présidentielle, avec inquiétude, avec... Beaucoup d'inquiétude. Je regarde. Alors, je le développe dans mon livre à l'occasion de jugements que je porte. Je suis, par exemple, tout à fait atterré par la banalité, la pauvreté, la duplicité qui a inspiré en quelque sorte la politique du président actuel. D'autant plus inquiet des surenchères qui sont faites par ses compétiteurs pour la prochaine élection, etc. Tout cela s'accompagne de retour vers la barbarie, l'inculture, l'absurdité d'affirmations qui sont contredites par toutes les connaissances acquises. Parler par exemple d'une unicité ethno-culturelle de la France est une absurdité complète. C'est peut-être de tous les pays d'Europe celui qui a le plus, en quelque sorte, engrangé les cultures multiples pour nous produire ce qu'elle est aujourd'hui. Vous faites allusion à la phrase de Nicolas Sarkozy, nos ancêtres les Gaulois. Oui, entre autres. Mais dans son opportunisme, il reprend une formule qui vient d'ailleurs et qui est utilisée par d'autres également. Tout cela est affligeant. Oui. Mais l'essentiel de mon bouquin n'est quand même pas bien politique. Sûr. Non, bien sûr. Je rappelle aussi le bonheur d'être. Et par exemple, le bonheur de marcher en montagne. Je rappelle mes origines savoyardes. Je rappelle aussi que j'étais un professeur heureux et que j'ai beaucoup aimé enseigner et que j'ai de plaisir à évoquer les figures de mes anciens élèves ou étudiants que je retrouve à l'occasion quelquefois et qui sont quelquefois au bord de la retraite maintenant eux-mêmes. Alors, il y a des passages, effectivement, où on entre dans d'autres choses et vous rendez hommage, vous dites tout votre amour, par exemple, pour votre épouse. Hein. Il y a des moments assez émouvants dans ce livre. Donc, c'est vraiment un journal de bord où on peut naviguer. D'ailleurs, pas forcément de manière chronologique. En même temps, j'ai veillé à être très pudique. Bien sûr, c'est pas quelqu'un qui s'étale. C'est pas ce que je voulais dire, évidemment. Non, mais je dis l'amour que j'ai pour mon épouse et je dis l'amitié que j'ai pour des gens même que je n'ai jamais connus. Par exemple, Boltanski, qui est journaliste à l'Obs, qui sort de la grande famille des Boltanski. J'ai lu son livre que j'ai trouvé formidable en pensant que dans notre France d'aujourd'hui, bien voilà, des gens venus d'un ghetto de l'Est de l'Europe et qui sont parmi ce que la France a offert de mieux au XXe siècle. C'est ça, on trouve dans votre livre vraiment tout un ensemble de curiosités en fait. Vous dites vos curiosités, vos intérêts, vos passions parfois pour tel ou tel livre. Je suis un être passionné et curieux, ça c'est vrai, je le reconnais volontiers. Je ne pense pas que ce soit un défaut, quelquefois ça réserve des mésaventures, mais pour l'essentiel je crois que c'est aussi une manière d'être ouvert à autre chose que soi-même, de regarder les autres, de regarder le monde, et de le regarder d'une façon médiatisée par l'effort de connaissance, je dirais par l'effort culturel. Vous savez, ce bouquin, je l'ai écrit sans sortir de ma chambre. Oui, pratiquement, c'est par des lectures, des regards jetés sur des films ou des émissions de télévision. Mais dans l'ensemble, je sors assez peu. Je ne suis pas un touriste dans le monde. Je me déplace, j'ai fait comme tout le monde des découvertes considérables par des voyages nombreux. Mais on apprend autant par la lecture distanciée, par le regard médiatisé, que par des déplacements rapides en voiture sur une autoroute dans des pays qu'on n'a jamais connus et sur lesquels on ne sait rien. Donc je n'ai pas une vision touristique du monde, j'ai une vision culturelle du monde réel et donc limitée évidemment par mon expérience propre. Mais je la crois très, très étendue, comme celle de tous les historiens, parce que les historiens ont précisément ce goût de découvrir ce qui n'est pas immédiatement à la portée de tous. Et face au temps qui passe, la culture, elle peut être pensée comme résistance ou source de désangoissement ou c'est pas du tout la question, enfin. Le temps qui passe, c'est la grande question. Songez que nous allons aujourd'hui, cet après-midi, évoquer les premières recherches qui ont été faites à l'Université de Rouen lors de sa constitution en 1965. De 1965 à aujourd'hui, à 2016, il y a le même espace de temps qu'entre la veille de la guerre de 1914 et 1965. Il y a exactement la même durée.
Dans la première partie, qui va jusqu'en 1965, il y a eu la Première Guerre mondiale, la crise de 1930, la Deuxième Guerre mondiale qu'on appelle la guerre monde, la décolonisation, c'est-à-dire l'inversion complète de ce qui avait été l'histoire des dominations au XIXe siècle. Et dans le demi-siècle qui suit dont je parle, que j'ai connu, que j'ai traversé, il y a eu la révolution numérique, l'émergence massive de l'Asie, du Sud-Est, notamment de la Chine, le développement et l'effondrement de l'Union soviétique, la diminution relative de la puissance des États-Unis sur l'ensemble du monde, qui est aujourd'hui contestée partout. Donc, la durée, le temps, c'est une question tout à fait centrale qu'il faut toujours avoir présente à la conscience pour se situer quand on regarde les petites choses qui sont celles de notre vie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, justement. Oui, mais être historien, ça aide ou au contraire, ça renforce l'angoisse? L'histoire, l'histoire ne nous dit rien, ne nous donne pas de leçons, comme chacun sait. Il y a que les naïfs qui croient qu'il y a des leçons de l'histoire. Mais c'est la référence essentielle qui nous donne l'intelligence du moment où nous sommes. Voilà. L'histoire doit nous rendre intelligents. Être historien, c'est volontairement avoir l'intelligence du moment. C'est-à-dire en étant capable de saisir ce que le passé a transformé, ce que l'avenir est susceptible de produire, en étant au pas tournant. Faulkner. Ouais. Pierre Bergogneau parle admirablement de Faulkner. Le passé ne passe pas. Le passé est toujours présent. Comment imaginer aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse résoudre la question des migrations et de l'immigration des pays dits musulmans, à dominante musulmane, si on ne fait pas référence au rôle tout particulier que la France a joué, à la fois dans la reconnaissance du fait des pays islamiques dès le XVIe siècle, avec l'ouverture du commerce, etc., mais aussi avec la colonisation, le poids considérable de l'héritage colonial, avec la nostalgie, comme le dit Alain Ruscio, c'est très important cela. Donc pour comprendre le moment, il faut toujours avoir l'intelligence du passé. Et c'est le travail des historiens, et c'est un travail inlassable. Il faut toujours tout remettre en chantier à tout instant, et pas sortir des clichés, bien entendu. Bon, écoutez, Claude Marzoric, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une première pause dans cette émission, avant de poursuivre notre conversation, et on va le faire dans cette émission Au Miroir de Clio, sur Radio Campus Rouen, en compagnie de Thomas Dutronc, un titre qui s'intitule Aragon. C'était Thomas Dutronc sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Claude Marzoric, professeur honoraire des universités qui a longtemps enseigné à l'université de Rouen et qui vient tout juste de publier, c'était il y a quelques mois, Au bord du gouffre, aux éditions Arcane 17. Alors, Claude Marzoric, ce que je vous propose maintenant, c'est de plonger un petit peu dans votre parcours, dans votre itinéraire. Alors, commençons traditionnellement un peu par l'enfance. Vous êtes un homme du Sud, je crois qu'on peut dire ça. Oui, du Sud, c'est certain, par mon ascendance paternelle, totalement du Sud, puisque mon père était cévenol, d'une vieille dynastie de paysans cévenols de Saint-Germain-de-Calberte, qui se sont ensuite installés à Collorgue, près de Nîmes, dans la Gardeninque, comment dire, entre l'Uzège et la Gardeninque. Ce sont des désignations provinciales du Languedocienne. Et par ma mère aussi du Sud, parce qu'elle est savoyarde de Villars-sur-Doron, dans le Beaufortin, donc qui était une province piémontaise jusqu'en 1860 et qui a été réunie à la France seulement en 1860. Donc disons du Sud-Est, une alpine en tout cas. Alors c'est d'ailleurs original ce mariage, parce que elle est issue d'une famille catholique dans une région hyper catholique en quelque sorte, où on n'avait jamais vu d'autres pratiquants d'une confession quelconque dans le Beaufortin, et qui était une sorte de pépinière de curés. Pendant la période piémontaise, on recrutait beaucoup de Savoyards dans les séminaires pour les expédier ensuite comme aumôniers dans l'ancienne Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec, ou dans les colonies françaises, en Afrique. Donc, ma mère était catholique, croyante, je ne suis pas sûr. Elle n'avait en tous les cas pas de problème métaphysique, mais elle était très scrupuleuse dans le respect de la codification dogmatique de l'Église romaine.
Mon père, ça l'amusait beaucoup, parce que lui était au contraire d'une origine protestante, d'une dynastie protestante. On n'a jamais eu dans la famille d'autre chose que des protestants depuis le XVIe siècle, donc qui ont subi la répression et l'effacement, la conversion forcée, qui sont revenus au protestantisme avec la liberté que leur a reconnue la Révolution française et la création de l'Église réformée de France. Mariage curieux, interconfessionnel, extrêmement rare à l'époque, qui s'explique tout simplement parce que ma mère gardait les vaches de son père paysan en Camargue pendant la guerre de 1914, puisque tout le fourrage était pour les armées, et donc les vaches de Savoie, il fallait qu'on les emmenait pâturer en Camargue l'hiver, et parce que mon père, grand mutilé de guerre, avait été récupéré, lui qui était ouvrier agricole, dans les chemins de fer de Camargue, et qu'il a rencontré cette jeune Savoyarde qui déchargeait du sel depuis les wagons et qui mettait les boyes de lait sur les wagons pour les expédier vers Marseille ou vers Nîmes. Et voilà, ils se sont donc mariés en 1919. Et c'est un mariage qui a posé des problèmes du côté catholique, aucun du côté protestant. Mais aucun dans les deux familles qui ont très bien accepté ce mariage insolite, qui n'a été reconnu par l'Église catholique qu'en 1932, après ma naissance. Jusque-là, ma mère était considérée par l'Église catholique comme une sorte de concubine publique, alors qu'elle était mariée et avait déjà 3 enfants. Mais c'était aussi une école de tolérance extraordinaire. Mon père, qui était très épris de son épouse, riait de ses superstitions, de ses côtés papistes. Et elle considérait mon père comme une sorte de trublion vis-à-vis des institutions. Ouais. Parce qu'il était, évidemment... il échappait à toutes les obligations qui étaient celles éditées par les cultures diocésaines du catholicisme au début du XXe siècle. Voilà. Mais donc, j'ai toujours dit, été éduqué dans une ambiance de voltairianisme appliqué ou pratique, c'est-à-dire relativisant l'importance des religions au profit d'une vision humaniste et d'un immense respect pour ce qui doit être la morale publique, que garantissait précisément la laïcité. Donc nous sommes une famille laïque, voilà. Parce que donc vous êtes né en 1932, mais vous aviez 2 sœurs plus... Oui, alors... qui nées dans les années 20. Oui, parce que comme mon père a été un grand mutilé de guerre, il a été récupéré par les douanes, finalement. Et il est devenu fonctionnaire des douanes. Il a terminé sa carrière comme inspecteur principal des douanes. Et son premier emploi de commis des douanes a été dans le Nord. Ma première sœur, qui était née à Nîmes, a été élevée les deux premières années de sa vie près de Tourcoing. Et ensuite, mon père a demandé sa mutation pour retrouver le Sud. Il était nommé à Marseille. Et à Marseille est née ma deuxième sœur, Renée. Et enfin, ma mère ne pouvant pas vivre hors des montagnes, mon père a obtenu un poste à Évian d'abord et à Thonon ensuite, où je suis né. Donc mes 2 sœurs et moi sommes nés aux frontières de la France, tout en étant toujours attachés à la fois à la Savoie et au Languedoc. Alors, on peut dire un mot de vos sœurs, parce qu'elles ont bien sûr compté dans votre parcours. Elles se sont illustrées pendant la Résistance. Oui, mes sœurs étaient beaucoup plus âgées que moi. Je suis un dernier né. Je suis né 12 ans après ma sœur aînée, 10 ans après ma sœur cadette. Donc j'ai été élevé à la fois par ma mère, mais ma mère a été atteinte d'une maladie de Parkinson qui l'a rendue pratiquement indisponible pour mon éducation dès que j'ai atteint l'âge de 5 à 6 ans. Et mes sœurs ont joué un rôle important dans mon éducation proprement dite. Alors mes 2 sœurs, donc plus âgées, avaient 20 ans à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ma sœur aînée, qui était membre des Amis de la Nature, qui était très portée à gauche, qui était institutrice, dans une école au-dessus de la vallée d'Abondance, dans un petit village, un hameau qui s'appelait Charmy-la-Droit, qui était le siège d'un important maquis FTPF. Et donc ma sœur s'est engagée dans la résistance parce que les maquisards étaient là. Oui. Elle a joué un rôle d'agent de liaison, elle a rendu service, elle a entreposé tout le matériel des maquisards dans son école, etc. Elle a failli être arrêtée et condamnée par la milice, je ne sais pas sur les détails, mais elle a réussi à s'en sortir par un tour de force inattendu et beaucoup d'héroïsme. Et mon autre sœur, elle, faisait ses études d'infirmière et d'assistante sociale à Nîmes quand la ville a été bombardée en mai 1944. Elle a donc quitté la ville parce que son école était indisponible, l'hôpital était lui-même à moitié détruit. Elle a rejoint sa sœur aînée dans ce maquis, et là, elle est rentrée dans la résistance comme infirmière, puisqu'elle achevait ses études d'infirmière.
Ensuite, elle s'est engagée dans l'armée Rhin-Danube. Elle a fait toute la campagne d'Allemagne, de Bade en particulier, d'Alsace d'abord, de Bade ensuite, accueillant même les déportés de Dachau. Et là, elle s'est engagée dans une voie politique très différente, dans un gaullisme, j'allais dire, exalté. Donc j'ai une sœur gaulliste, une autre sœur communiste. Oh, amusant. C'est amusant. Elles étaient très liées l'une à l'autre et elles ont toutes les deux été des combattantes, si l'on veut, pour la liberté et l'indépendance de la France. Alors, le goût pour l'histoire et pour la politique, où sont-ils nés Est-ce qu'il faut remonter aux profondeurs de l'enfance, Claude Mazory ? Peut-être. Alors, l'influence de mon père est très considérable. Mon père était un pacifiste, blessé de guerre, mutilé, qui a joué un rôle très important dans les mutuelles de fonctionnaires, des syndicalistes confédérés. Réformiste, il a été membre plus ou moins de la SFIO, du Parti Socialiste, dont il s'est détaché d'ailleurs, semble-t-il, en 1938. Mais je n'ai pas de renseignements plus précis sur son compte. Mais c'était un pacifiste, et surtout c'était un rousseauiste. Très jeune, j'entendais parler d'Émile comme si c'était une sorte de cadet, comme si j'en étais le cadet. Et son éducation m'a toujours porté vers la réflexion sur l'ordre social, sur la nature de l'homme, etc. Mon enfance a été bercée par des soucis de ce genre. La nature, à 10 ans, je connaissais déjà beaucoup de champignons. J'étais porté vers tout ce qui est l'expérience de l'effort, de la marche à pied, etc. Bon, donc, influence de mon père. Mais c'est surtout au sanatorium que j'ai été transformé. Là, quand j'avais 15 ans, je suis parti en sanatorium. On est en 47, là. 47, oui. Sanatorium des lycéens et collégiens, Neufmoutier-en-Brie. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient de jeunes lycéens qui avaient été communistes, résistants l'année du bac, comme Claude Faux, par exemple, qui était avocat, qui était secrétaire de Jean-Paul Sartre, et beaucoup d'autres. Là, j'ai découvert l'importance de la politique, j'ai découvert l'existence de l'organisation communiste, mais ça, c'est une vision très étroite, parce qu'en réalité, c'était tout un panorama d'une nouvelle France pleine d'espérance, celle de la libération et de la déception aussi, qui a accompagné les années 46-47. Au sanatorium des lycéens, nous avons reçu, qui nous a lu ses poèmes, Paul Éluard, Guy Vic, Joliot Curie, qui était invité par l'association des élèves. Et tout cela a fabriqué en quelque sorte mon univers idéologique au moment où on s'éveille à la connaissance des grandes causes et par mes lectures. Alors le SANA, c'est le lieu de la lecture. À l'époque, on n'avait pratiquement pas de cours. Théoriquement, il y avait 2 ou 3 professeurs qui nous accompagnaient, mais en fait, on s'auto-éduquait avec... Cette passion pour la lecture, elle est née là ? Totalement. Je lisais tous les jours, du matin jusqu'au soir, si j'ose dire, quand je n'écoutais pas de la musique, parce que nous avions une réunion intérieure, et donc mes 2 passions culturelles, la musique et la lecture, sont consubstantielles à cet épisode. Et puis ensuite, alors, il y a les études au Collège de Thonon, avec des professeurs, dont un qui a joué un rôle très important dans ma formation politique, c'est André Sauvage, un spécialiste de Molière qui est décédé, dont j'ai été le collègue par la suite. Et puis surtout... L'Hippocagne à Henri IV. Au lycée Henri IV, où j'ai découvert, parce que c'est là véritablement que j'ai appris à suivre un rythme post-scolaire. Jusque-là, ma formation était plus autodidactique. Le SANA, puis après la cure, etc. Tout cela fait que j'ai travaillé par correspondance. C'est en Hippocane que j'ai appris à travailler, au sens propre du terme, c'est-à-dire construire un raisonnement, écrire, lire de façon méthodique, systématique, épuiser une bibliographie, etc. Donc c'est une année très formatrice. On peut citer le nom de Michel Fourniol, je crois, qui vous a marqué. Un professeur absolument éblouissant, une véritable terreur d'ailleurs, mais qui mesurait pas à pas ce qu'il nous fallait acquérir pour pouvoir prétendre avoir un esprit formé. Voilà. Et puis, c'est là aussi que j'ai connu Albert Sepoul, qui était professeur au petit lycée, et qui m'a engagé, en quelque sorte, par affection et par
inclination à devenir un historien de la période révolutionnaire qui était évidemment passionnante et que Michel Fourniol précisément nous enseignait. La rencontre avec Soboul, printemps 52, donc là c'est quelque chose qui va vous marquer vraiment, c'est très important. Alors Soboul était un explosif, il avait un côté tyrannique, c'est certain, dans ses rapports avec les gens qu'il aimait ou qu'il détestait. D'ailleurs, les uns comme les autres étaient traités sur un mode toujours hypertonique, en quelque sorte. Moi, il m'aimait beaucoup et c'était réciproque. Et il m'a tout appris, à la fois l'importance du travail, la nécessité d'être rigoureux, la volonté de dire ce qu'on pense, ce qu'on est soi-même, et de se mettre soi-même en position d'admettre la critique, c'est-à-dire de se corriger. Soboul a été pour moi un mentor magnifique. Et en même temps, je vais raconter une anecdote qui est assez drôle. Quand j'étais professeur et que j'ai passé l'agrégation, j'étais nommé au lycée Corneille à Rouen, d'où mon arrivée en Normandie. Avec mon épouse, nous avions un poste double au lycée Corneille et au lycée Jeanne d'Arc. On est en 1960. Là. En 1960. Quelques années après, l'inspecteur général qui m'aimait beaucoup, qui m'avait fait des rapports très favorables, il était content de mon enseignement, c'était Boris Crouzet, m'avait dit, vous savez, si on ouvre une classe préparatoire littéraire dans un des lycées de Rouen, je songe à vous pour vous proposer pour ce poste. Moi, j'étais fier et heureux parce que je me voyais professeur d'une classe d'Hippocagne comme celle que j'avais moi-même suivie. Donc je raconte ça à Soboul, et Soboul pique une colère énorme en me disant « Mais non, pas du tout. 20 ans après, tu vas ne faire que corriger des copies, t'épuiser pour les élèves qui sont très méritoires, mais qui n'ont pas besoin d'un professeur comme toi pour progresser. Il faut faire de la recherche. C'est une connerie, le mot. C'est une connerie. Il faut rentrer, trouver un poste dans une faculté. Je vais m'en occuper. » Et il s'en était effectivement occupé, puisqu'il a convaincu Jean Vidalin, qui était professeur à l'université de Caen et qui avait demandé son rattachement à l'université de Rouen, créée en 1965, m'a fait venir en 1965 précisément comme assistant de la faculté des lettres. Et j'y suis resté 31 ans. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Donc Albert Soboul est à l'origine de la démarche qui m'a conduit à renoncer à être professeur de classe préparatoire au profit d'une position d'enseignant-chercheur dans une université. Alors, on reparlera tout à l'heure de votre investissement à l'université de Rouen, mais vous écrivez notamment, vous dites à Julien Louvrier dans ses entretiens de 2008, vous dites que vous êtes un être chanceux, hein, je cite, oui. Que vous avez franchi des barrières, que vous avez réussi à franchir des barrières de classe. Vous maintiendriez cette oui. expression? Vous considérez que vous avez eu beaucoup de chance? Mais j'ai d'abord eu une première chance, celle de survivre. J'ai été tuberculeux, pulmonaire, gravement atteint. J'étais le deuxième en France à bénéficier de la streptomycine. La streptomycine, ce n'était pas un traitement périphérique, c'était 2 piqûres par jour, des grosses piqûres. Mais en 3 mois, j'ai été guéri. Et je suis toujours là. Alors que j'étais vraiment souffreteux. Et mon père, d'ailleurs, avait considéré que je ne vivrais pas. J'étais très atteint. Je fais partie de ceux que les antibiotiques ont sauvés. Première échappée. Deuxième échappée, j'étais élève du collège municipal de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, issu d'une famille populaire. Ma mère n'avait même pas le certificat d'études. Mon père était un douanier qui faisait, par la promotion interne, gagner des échelons, mais à partir d'une base culturelle extrêmement étroite et limitée d'ouvriers agricoles. Et grâce au soutien de ma sœur, je suis rentré dans cette Hippocagne Henri IV, et j'ai eu accès à ce qui se faisait de mieux dans l'enseignement supérieur de l'époque, à la Sorbonne. J'ai rencontré des gens des condisciples, qui étaient issus de milieux culturels et urbains, à la fois à l'aise sur le plan matériel, mais qui avaient surtout accès à toute la culture. Le théâtre, la musique, toutes ces choses qu'on rencontre à Paris, capitale, et beaucoup plus encore dans les années 50 qu'aujourd'hui. Et j'ai rencontré Albert Soboul. Et puis, c'est le moment de l'explosion universitaire, donc des postes sont vacants. Je rappelle toujours que les inspecteurs, le doyen de Boire de Caen venait dans la salle des professeurs du lycée Corneille pour nous supplier d'accepter d'aller faire des cours au collège littéraire universitaire de Rouen, à l'enclave Sainte-Marie à l'époque,
et en nous disant, mais vous savez, il y aura des postes, on compte sur vous pour les occuper, parce que nous ne pourrons pas toujours faire le voyage de Caen à Rouen en passant par Paris. Ouais, Et c'est comme ça qu'on a été aspirés en quelque sorte à Mont-Saint-Aignan, les uns après les autres. Mon collègue et ami Marcel Boivin d'abord, puis ensuite moi, 65, Guy Le Marchand l'année d'après, etc. Pour tous ceux qui aujourd'hui rêvent d'avoir un poste à l'université et n'en voient jamais la queue d'un, si j'ose dire, nous avons eu de la chance. C'est ça. Une chance qui était la chance de la conjoncture, de la croissance française. C'est ça, on est dans les 30 glorieuses. Oui, voilà. puis on est dans le passage d'une université réduite, 150 000 étudiants pour toute la France, à 2 millions aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Mal encadré d'ailleurs. Oui. Et pour lesquels d'ailleurs le général de Gaulle voulait un développement universitaire, de la recherche. Ça s'est très bien vu dans ces années-là. Et donc nous avons été aspirés, c'est encore la chance. Et puis la chance après d'avoir vécu jusqu'à maintenant. Bon. Donc je considère que je suis chanceux. Très bien. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une dernière pause dans cette émission et de poursuivre ensuite notre conversation. On va marquer cette pause en compagnie de Catherine Sauvage, un titre qui s'intitule « Je t'aime tant ». Catherine Sauvage, que j'ai connue quand j'étais jeune à Thonon-les-Bains au collège. Je fréquentais la Maison des Jeunes et de la Culture, et Catherine Sauvage, qui était d'Annecy, était venue chanter, et on était absolument éblouis par son talent, son engagement, sa force. Bon, eh ben, ça tombe très bien. Magnifique chanteuse. Catherine Sauvage. Quelle émotion. C'était Catherine Sauvage sur Radio Campus Rouen, un titre qui s'intitule « Je t'aime tant ». Nous sommes toujours en compagnie de Claude Mazeric, professeur honoraire des universités, qui a longtemps enseigné à l'Université de Rouen, entre 1965 et 1996. Et nous continuons à évoquer le parcours de Claude Mazeric. Alors, on le disait, vous êtes arrivé à Rouen dans les années 1960. Et à cette époque-là, vous entrez en histoire de la Révolution. Et vous choisissez comme thème, vous travaillez notamment autour de Gracchus Babeuf. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, rappeler à nos auditeurs qui est Gracchus Babeuf et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce personnage ? Alors, Gracchus Babeuf, c'est une vieille histoire dans l'histoire du mouvement ouvrier et du socialisme en France. Mais en 1960, s'est tenu un grand colloque à Stockholm, au Congrès international des sciences historiques, avec une journée consacrée à Babeuf comme ancêtre du communisme contemporain, en quelque sorte, pour aller vite, parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin, retenons cette image. Et les travaux sur Babeuf, qui étaient publiés en France, dataient tous de l'avant-guerre. Et on avait demandé à Albert Sebaul de chercher un jeune chercheur qui puisse écrire une biographie, une histoire de Babeuf et de la conspiration pour des égaux de 1796, qui soit actualisée par rapport aux travaux antérieurs qui dataient quelques-uns avant 1914. Et compte tenu du renouvellement historiographique, il fallait mettre une sorte de mise à jour. Je me suis consacré à Babeuf à la demande de Sebaul et de Jacques Godchaux, qui était professeur et doyen à l'époque de la faculté d'Aide de Toulouse. J'ai été passionné par la pensée de Babeuf, par son histoire. C'est un plébéien, il sort des basses couches de la société, c'est pas un penseur issu du monde des Lumières, mais issu de la société elle-même, picarde, dur à la tâche, dans un contexte de pauvreté, de misère extraordinaire de sa famille, etc. Et par son effort d'autodidacte, de quelqu'un qui se forme par lui-même, dans des circonstances qu'il fallait évidemment analyser plus en détail, il est devenu un publiciste et finalement le porteur et même le théoricien des grandes aspirations populaires qui ont traversé toute la Révolution française depuis 1789 et même un peu avant 1786. J'ai donc écrit cette biographie qui m'a fait rentrer dans le monde des historiens-chercheurs et des historiens qui publient en quelque sorte. Le bouquin a eu du succès, il a été traduit dans plusieurs pays, etc. Ensuite, j'ai fait des publications de textes jusqu'à la dernière édition en 2009, des écrits de Babeuf, revus, actualisés, complétés, etc. Donc Babeuf a été pour moi l'introducteur à ma connaissance de la Révolution française, c'est-à-dire une Révolution française vue d'en bas, du côté des paysans, du côté des sans-culottes, du côté des couches populaires. Quelle a été leur part dans le mouvement de la Révolution ?
quelle était leur part dans les relations avec les milieux dirigeants de la Révolution française, disons, pour aller vite, des jacobins ou des patriotes. Voilà, donc je me suis inscrit du même coup dans un champ historiographique, dont Soboul était à l'époque le protagoniste majeur, mais qui remontait, bien entendu, aux grands historiens qui l'ont précédé, Georges Lefebvre, Albert Mathiez, et même au XIXe siècle, depuis l'ancêtre Buonarroti jusqu'à des historiens républicains modérés comme Michelet. Bon, donc un champ historiographique. Et c'est ce champ historiographique qu'ensuite j'ai cherché à implanter dans l'université de Rouen avec le soutien et même à la demande explicite de Jean Vidalin, qui était le fameux professeur d'histoire contemporaine venu de Caen à Rouen et qui m'a mis en quelque sorte le pied à l'étrier à l'université. Et ensuite, avec mes collègues et amis, avec mon collègue Le Marchand, qui est un condisciple, qui est venu l'année d'après moi à l'université, puis tous ceux qui ont suivi, Philippe Goujard, Bernard Bodinier, Laurent Le Marchand et d'autres, nous avons mis en place un véritable centre de recherche qui a essaimé au Havre, avec Éric Vauters, avec Éric Saunier et d'autres, et qui a fait figure de centre important de recherche et de publication sur la Révolution française. Et qu'il est toujours, avec Michel Biard, par exemple. Exactement. Et aujourd'hui, après Jean-Pierre Gessen, Michel Biard a donné un lustre et une puissance de production considérable à ce que certains appelaient l'école rouennaise, mais je me suis toujours battu contre cette expression, parce que nous n'étions pas une école, justement. Nous étions un centre de recherche pluriel, diversifié, qui avait des centres d'intérêt multiples. Peut-être un mot quand même sur l'université de Rouen, parce que dans le département d'histoire, il n'y avait pas que ces chercheurs. J'imagine qu'il y avait des clivages aussi, y compris idéologiques, politiques, à l'université. Je ne sais pas, on peut citer des noms. J'ai en tête Jean-Pierre Chaline, Marc Venard, qui ne partageaient pas forcément les mêmes visées politiques. Avec Marc Venard, nous n'avions pas de conflit. Avec Jean-Pierre Chaline, c'était un peu différent. Oui, bien entendu, c'était sportif. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a été, on a même eu un temps 2 centres de recherche. Aujourd'hui, ils sont réunifiés dans le GRIS. Mais enfin, le plus important, c'est pas cela. C'est pas la division. C'est la créativité. Cette université, aujourd'hui, a une réputation considérable dans le champ de l'historiographie française. Alors, je suis content d'avoir été l'un de ceux qui y ont contribué. Pas seul, sans des loin. même pas. Même le groupe que nous étions n'est qu'une partie de ce qui s'est fait ici. J'en dirais une donnée. Il y a une jeune historienne qui est professeure à l'université de Canton, en Chine du Sud. L'université de Canton, c'est au centre d'une agglomération de 10 millions d'habitants. Elle a obtenu du gouvernement chinois, avec l'accord de l'ambassade de France, une année de recherche en France l'année prochaine. Elle arrive au mois de décembre. On lui a demandé à quelle université vous voulez être attaché. Alors, tout le monde pensait Paris, Lyon, Marseille peut-être. Elle a dit Rouen. Alors, on lui a dit, mais pourquoi Rouen ? Je ne sais pas, c'est une université traditionnelle. Elle a dit, mais parce que sur le plan de l'historiographie, c'est une des meilleures universités françaises. Vous voyez la réputation que nous avons jusqu'en Chine du Sud. Et donc, elle va venir à Rouen à partir du mois de décembre et jusqu'à l'année de décembre 2017. Bien, ça, nous le devons aux efforts que nous avons tous accomplis, malgré nos différences et même nos conflits. C'est ça, oui. Alors, un mot justement sur votre engagement. Vous n'avez jamais caché, c'était même public, vous étiez engagé, vous avez été membre du comité central du Parti communiste entre 1979 et 1987. Vous étiez historien et communiste. D'aucuns vous l'ont reproché en parlant d'objectivité, etc. Vous assumez ces deux réalités de votre existence. Non seulement je les assume, mais je les revendique. Vous les revendiquez même. Et j'ai jamais condamné, moi, par exemple, mon collègue et ami Antoine Pro, qui est un contemporain, d'avoir été à la fois... Qui a eu l'agrégation de la même année que vous. Et qui a été un militant du Parti socialiste, un rocardien célèbre et continu, et qui n'a jamais renié ses opinions, et qui était un très grand historien de la guerre de 1914. L'engagement civique et la bataille politique, c'est une chose, le travail d'historien, c'est une autre chose. Il y a nécessairement des interférences. J'ai dit tout à l'heure, quand nous commencions à en parler, que pour moi le communisme, c'est un belvédère critique du monde. C'est un moyen de comprendre les rapports de classe, par exemple, les conflits de classe, de situer l'histoire des sociétés dans un mouvement des modes de production. Voilà, c'est cela. C'est en même temps une visée, c'est-à-dire l'espoir d'une société sans classe.
Le communisme, c'est donc à la fois un regard critique sur le monde et un appel à une pratique politique. Et le travail d'historien s'éclaire de cet engagement, mais il ne se réduit pas à cet engagement. Mais quel le travail d'historien, c'est d'abord un travail dans les archives, dans les sources. Voilà, mais le fait d'être militant d'un parti, parfois ça peut enfermer. Il y a des conflits. Parce que j'imagine que dans l'itinéraire du Parti communiste français, vous ne partagiez pas tout non plus. Il y a des choses qui vous ont peut-être choqué, etc. Évidemment. Absolument. Quand on a su des choses, voilà. Absolument, mais d'ailleurs dans mon bouquin Au bord du gouffre, je dis clairement aussi... comment j'ai pu errer, être entré dans des errances qui ont été celles du communisme du communisme politique au cours du XXe siècle. Mais tout ceci, ça fait partie précisément de l'expérience. Comment poseriez-vous cette question à M. Vauquier, qui est normalien, historien agrégé, et qui défend aujourd'hui l'idée que la France est l'héritier des Gaulois. Il n'est pas embarqué dans la politique, lui. On pose toujours la question aux communistes comme si la contradiction était fondamentale, mais elle est valable pour tout le monde. Quiconque s'engage dans la vie civique s'engage dans des batailles qui certes s'éclairent de ce qu'on est sur le plan intellectuel, mais qui ne se réduisent pas à cette dimension, et à l'inverse, la dimension du travail historique, n'est pas réductible à l'engagement politique qu'on peut avoir tel ou tel moment de l'histoire. Je crois par exemple que la révolution d'octobre 1917 a été une expérience extrêmement terrible, dramatique, mais en même temps considérable pour l'histoire à venir de l'humanité. Et malgré l'échec du soviétisme, la disparition de l'Union soviétique, la leçon d'octobre n'est pas une leçon perdue dans l'histoire des hommes. Je le maintiens. Évidemment, on me dira, c'est parce que vous êtes communiste, certes, mais c'est aussi parce que je connais l'histoire. Bon, écoutez, c'est un excellent mot de conclusion. Je vous remercie beaucoup, Claude Mazurek. Et on renvoie à la fois à votre livre, paru en 2016 aux éditions Arcane 17 et intitulé Au bord du gouffre, et aux entretiens que vous aviez menés, aux longs entretiens vraiment très, très importants et qui nous ont aidés à préparer cette émission, que vous aviez menés avec Julien Louvrier, qui sont parus dans les cahiers d'histoire en 2008 et qu'on trouve très facilement sur Internet. En attendant, cette émission est terminée. Nous nous retrouverons dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt sur Radio Campus Rouen.